Le débat africain, Alain Foucault. Pendant que certains la saluent, d'autres la fustigent. Pendant que quelques-uns se réjouissent de cette action qui permet de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvait le pays depuis bientôt 4 mois, d'autres s'insurgent contre ce qu'ils considèrent comme de l'ingérence ou une manifestation du néocolonialisme occidental, notamment français en Afrique. L'intervention militaire de l'ONU et de la force française licorne cette semaine à Abidjan n'en finit pas de diviser les Ivoiriens et même l'Afrique tout entière qui avait les yeux rivés sur cette crise post-électorale. Fallait-il ou non faire entrer les forces de la paix dans cette guerre? Peut-on parler d'ingérence après la résolution du Conseil de sécurité qui offre désormais cette possibilité à l'ONUCI? C'est le thème du débat africain de ce dimanche avec plusieurs invités au téléphone. D'abord Véronique Tadjo, poète, romancière, peintre ivoirienne, auteure de plusieurs livres pour la jeunesse. Elle est en ligne actuellement à Buea dans la partie anglophone du Cameroun. Puis toujours au téléphone, mais cette fois-ci en direct de Bamako, la capitale malienne, Aminata Dramane Traoré, femme politique, grande militante altermondialiste, auteure de plusieurs ouvrages qui dénoncent notamment le néocolonialisme. Aminata Traoré est l'auteur, il y a un peu plus de 5 ans déjà, de la lettre au président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. C'est le titre, où elle dénonçait déjà l'ingérence de Paris dans les pays de l'ancien précaré. En ligne également, à Bamako, Abdoulaye Koulibaly, universitaire et initiateur du Forum de Bamako. Puis, pas loin de ce studio 147 de la Maison de la Radio, Ahmedou Ould Abdallah, diplomate mauritanien connu, plusieurs fois chargé de mission ou représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans quelques zones de conflit ou de crise. Aujourd'hui, il est surtout le président d'un nouveau think tank consacré aux questions du Sahara Sahel. Et puis dans ce studio, Christophe Champin, journaliste et rédacteur en chef de la rédaction Internet de Radio France Internationale. Voilà pour le plateau. Ma première question s'adresse à Ahmedou Ould Abdallah. Est-ce que le diplomate qui a été à plusieurs reprises le représentant du secrétaire des Nations Unies dans plusieurs zones de crise comprend et approuve l'intervention militaire des forces de l'ONU et de la Licorne dans la crise ivoirienne? Était-elle vraiment nécessaire? Est-ce la vocation de l'ONU de régler ainsi les conflits par la force armée? D'abord, les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a pris une résolution pour agir en Côte d'Ivoire. Une mission qui dure depuis plus de 8 ans, la mission militaire. Et la décision de faire intervenir certains éléments de la mission de maintien de la paix a été prise en conseil de sécurité. Je pense que ce n'est pas la première fois que les Nations Unies interviennent dans une capitale, que ce soit au Timor ou dans d'autres régions troublées. Ce qui est dommage, à mon avis, c'est qu'on en soit arrivé là. On en soit arrivé à ne pas régler le problème entre Ivoiriens, qu'on ne soit pas arrivé à le régler au niveau de la CEDEAO et qu'on soit arrivé à cette situation qui n'a pas permis à l'Union africaine d'agir. Et ça, c'est du fait des Ivoiriens, c'est pas du fait des Nations Unies. Véronique Tadjo, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous comprenez que les Nations Unies puissent, sur la base de cette résolution du Conseil de sécurité, intervenir militairement avec la force Licorne en Côte d'Ivoire? Écoutez, je crois que je vais répondre par oui et par non. Par oui, parce que en fait, cette intervention pose de grandes questions de l'ingérence humanitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand des populations sont menacées, sont en danger, quand il y a une urgence humanitaire. Il faut moralement intervenir. Ça, on va pas le remettre en question. Par contre, je pense qu'il y a des limites, et malheureusement des limites qui ont été dépassées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes là pour protéger les populations, ou est-ce que vous êtes là pour déloger Gbagbo? Alors c'est là où justement on entre dans une zone grise, et je pense que il va falloir revoir un peu cette idée d'ingérence, parce que je pense que en ce qui concerne par exemple la France avec les forces de la Licorne, je pense que la France là va sur un terrain qu'elle ne contrôle plus. Et on peut envisager une situation où, si à la fin Alassane arrive à récupérer son fauteuil, la France
où même la communauté internationale va devoir continuer à le soutenir militairement et économiquement d'une façon... Mais alors, si la communauté internationale n'était pas intervenue, la population était déjà dans une situation difficile. Est-ce que, tout simplement, nous n'étions pas arrivés à un point où il fallait absolument faire quelque chose? Aminata Traoré? Moi, je dois dire que je suis profondément choquée parce que les Nations Unies ne sont pas dans leur rôle et en bombardant des populations civiles qu'elles prétendent sauver. On est un peu embêté quand vous dites que les Nations Unies bombardent des populations civiles. Cela n'est pas avéré qu'ils aient bombardé des populations civiles. Il a été question d'intervenir à Abidjan et de s'interposer entre les belligérants. Pour tout vous dire, je pense que nous sommes aujourd'hui en face d'une institution qui n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie pour les grandes puissances. Alors maintenant, c'est à nous d'en tirer les enseignements. J'ai été invité par Ban Ki-moon à Dakar parce qu'il a lancé une campagne qui s'appelle Tous Unis. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, oui. Ban Ki-moon, le secrétaire général. Nous sommes également dans nos pays en train de nous atteler à ce qu'on appelle les objectifs de développement du millénaire. Comment se fait-il qu'une institution qui est censée garantir la paix sur Terre à tous les pays s'immisce à ce point dans la gestion de résultats et d'élections? Nous sommes dans un système international antidémocratique à tout point de vue et nous reviendrons là-dessus. Je dis que le discrédit qui touche le système aujourd'hui l'oblige et nous pousse à aller plus loin dans la réflexion sur la réforme. La réforme des Nations Unies est au cœur du débat aujourd'hui, mais l'Afrique doit servir. Le cas ivoirien sera le cas d'école qui va nous permettre d'en parler davantage. Christophe Champin. Aminata Traoré, on vous sent évidemment très critique sur cette position de la communauté internationale. Que fallait-il faire au lendemain du second tour pour éviter cela? Si on brûle les étapes et on en vient toujours à ce point qui fausse totalement le débat, que faire au lendemain du second tour? Moi, je me pose la question de savoir qu'entendons-nous par démocratie et lorsque le peuple souverain est tout simplement instrumentalisé dans ce que j'appelle la légitimation du personnel politique dont la communauté internationale a besoin dans nos pays. L'ingérence, c'est-à-dire ce n'est pas seulement... Ils sont allés tout simplement plus loin dans le cas ivoirien. Mais dans tous nos pays aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Je vous parle à partir d'un pays qui est prétendument un exemple de démocratie. Le Mali est une démocratie exemplaire, dit-on. Mais depuis 20 ans, nous l'attendons, la démocratie. Comment en ça? termes d'emploi, de nourriture. Et est-ce que vous savez que la crise actuelle renvoie vers le Mali, la Libye et la Côte d'Ivoire renvoient vers le Mali des milliers d'émigrés. Si c'était si bon, si la démocratie était une réponse au mot du continent, ça se saurait ici. Lorsque vous mettez en cause tout le système, que fallait-il faire? Il ne faut plus d'élections? La démocratie n'est pas une réponse à la pauvreté parce que depuis 20 ans, l'Afrique s'appauvrit. La démocratie est libérale à l'occidental nous est tendue comme perche pour nous permettre de nous fourvoyer davantage parce que aussi longtemps que les grandes puissances n'auront pas en poste dans nos pays des hommes et des femmes qui organisent le pillage des ressources dont l'Occident a cruellement besoin, ils ne nous colleront pas la paix. C'est ça le fin fond du débat. Et les peuples des innocents sont sacrifiés au nom de cette démocratie qui n'en est pas une. Christophe Champin. Mais vous n'avez pas répondu exactement à notre question. C'est-à-dire, pour vous, est-ce qu'il fallait accepter... Je n'y réponds pas. Est-ce qu'il fallait accepter ou est-ce qu'il fallait accepter la situation telle qu'elle était, c'est-à-dire la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, ou bien asseoir tout le monde pour discuter? Qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous? On a assis tout le monde pour discuter et on n'a pas eu de réponse. C'est-à-dire que je voudrais que vous compreniez ma position, parce que quand j'ai publié en 2005 ce livre, Lettre au président des Français, sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, mon intention était de contribuer à un débat de fond sur la fonction de la démocratie dans nos pays. Parce que le peuple souverain, quand on dit peuple souverain, cela suppose que ceux qui glissent le bulletin dans l'urne savent parfaitement pourquoi ils votent. Non pas seulement en termes de choix d'un tel ou d'un tel, mais pour quel projet de société. Moi, comme vous le savez, je suis dans un débat au niveau global qui porte aujourd'hui sur le sens du vote dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations. Alors quand tout ce
cela n'est pas réglé. Ça, c'est un idéal, Aminata Traoré. C'est pas un idéal, Alain. Non, si vous ne traitez pas de cette question, c'est pour cela que on a Abdoulaye Coulibaly qui anime un forum où on parle beaucoup de Côte d'Ivoire en ce moment. Le point de vue est quand même assez nuancé. Pour vous, fallait-il ou non intervenir en Côte d'Ivoire devant l'impasse dans laquelle on se trouvait? Dans un précédent débat, j'ai toujours dit que la guerre n'est pas une solution au problème. Mais lorsqu'on est face à une situation telle que ce que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire, malheureusement, je suis au regret de dire que la seule solution, face au péril qu'on voyait, à cette destruction de vie humaine, parce que il faut reconnaître que Gbagbo, et c'est triste de le dire, avec tout ce qu'on a vu à Yopougon, et qu'il a commencé à tirer sur les gens dans les quartiers populaires d'Abidjan, il fallait arrêter ça. Et il faut aussi comprendre que les positions ne sont pas uniformes. On doit traiter au cas par cas. Et le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il fallait stopper. Hier tout près, j'ai téléphoné à des Ivoiriens qui sont réfugiés au Ghana et je leur disais, mais je ne souhaite pas qu'on aille attaquer Gbagbo dans son bunker. Il me dit, mais vous voulez pas ça. Mais si on continue encore 2-3 jours, toute la population ivoirienne qui n'est pas dans le bunker est en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture. Que faut-il faire? Voilà des questions réelles. Et donc, personnellement, je soutiens cette intervention militaire. Mais est-ce que l'intervention militaire ne contribue pas à exacerber les antagonismes? Est-ce que ça ne rend pas ingouvernable finalement ce pays, même si on arrive aujourd'hui à mettre fin au régime de Laurent Gbagbo? Non, c'est le moindre mal, parce que entre deux mots, il faut faire un choix. Aujourd'hui, il est bon parce que Gbagbo est comme un malade, parce que c'est triste de le dire, il fallait l'écouter dans son interview. Alors quand quelqu'un est dans cet état, il ne faut pas le laisser parce qu'il va aller au bout, il va faire des carnages, il faut stopper. Alors le problème n'est pas de l'éliminer, parce que là on est tous contre ça, mais il fallait arrêter. L'intervention a permis déjà de diminuer les dégâts, parce que les dégâts humains notamment. Moi j'ai été tout le temps, très souvent contre l'intervention militaire sur le continent, mais il faut aussi s'adapter au cas. Ça, c'est un cas réel qui justifie une intervention. Que répondez-vous à ceux qui parlent aujourd'hui, qui dénoncent aujourd'hui l'ingérence de la France dans les affaires ivoiriennes? D'abord, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui pendant longtemps a signé des accords pour que la France ait une base en Côte d'Ivoire. Premier point. Deuxième point, n'eût été l'intervention des forces lucaines, il y a longtemps que les forces nouvelles seraient à Abidjan. Ils ont stoppé dans le temps l'avancée des forces nouvelles sur Abidjan. Et à ce moment-là, les Gbagbo n'ont pas critiqué l'armée française. Aujourd'hui, c'est la force française est là avec l'ONUCI, parce que pour moi, j'insère l'action des forces lucaines dans un mandat de l'ONU, parce qu'il faut quand même qu'on reste dans un cadre légal. Et par rapport à ça, dans ce mandat, ils sont là pour sauver les populations civiles. Et donc, dans ce cas, personnellement, je pense sincèrement qu'ils sont en train de faire ce qu'il fallait faire pour arrêter. Il y a trop de dégâts humains. Christophe Champin. Oui, Abdoulaye Coulibaly. En même temps, que répondez-vous à ceux qui disent qu'au fond, l'intervention française en Côte d'Ivoire, après le 19 septembre 2002, est-ce que cette intervention n'a pas finalement figé une situation en coupant le pays en deux? Certains le pensent. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, mais vous savez, il est toujours facile de juger après coup. S'il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Et donc, moi, je pense que au lieu de s'acharner sur la France, le problème, c'est les Africains nous-mêmes. D'abord, pour financer nos élections, on va vers la France, on va vers la communauté internationale. Pour gérer nos budgets, on va vers la France, on va vers la communauté internationale. Mais quand on est en conflit, on est incapable, parce que il faut être honnête de voir, la CEDEAO a été incapable d'arrêter cette crise. L'Union africaine, elle peut gesticuler maintenant, mais combien de temps d'attente n'a rien fait pour arrêter ça? Alors, maintenant que les gens agissent, arrêtons de parler. Essayons nous-mêmes d'abord, le jour où nous aurons une certaine souveraineté économique, une souveraineté militaire, parce que pour amener quelqu'un dans son pays, c'est qu'on n'a pas de souveraineté militaire, et parce qu'on n'a pas de souveraineté économique. Quand on appelle les gens pour venir nous aider, alors on ne peut pas s'étonner qu'ils interviennent chez nous, parce que, qu'on le veuille ou non,
on les a appelés, ils ont aussi des intérêts à défendre. Chacun défend ses intérêts. Moi, personnellement, je ne condamne pas, dans le cas présent, l'intervention de la France, ou en tout cas de l'ONUCI, en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que j'étais un des premiers à écrire que nous sommes contre la guerre, parce que on sait toujours quand est-ce qu'on commence une guerre, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. On va reprendre M. Ould Abdallah, qui lui a eu pour mission souvent d'aller négocier dans ces conflits-là qui s'ouvraient. Est-ce que ce conflit, comme le disait à l'instant M. Koulibaly, ne montre pas en réalité l'incapacité des institutions régionales africaines de résoudre le problème, alors que régulièrement on dit qu'il faut laisser les Africains résoudre eux-mêmes leurs problèmes aujourd'hui? Le conflit ivoirien est un conflit que je connais bien. Et je connais les trois principaux acteurs. Laurent Gbagbo, Ouattara et Konan Bédié. Je les ai connus depuis plus de 15 ans. Mais avant d'aller un peu en réponse à votre question, moi je suis préoccupé par cette idée que nous avons très répandue en Afrique de vouloir quelque chose et son contraire. D'appeler ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'intervention des Nations Unies, décidée par le Conseil de sécurité, de continuer à notre niveau de l'appeler intervention française ou intervention de l'ONUCI. C'est quand même le Conseil de sécurité. Qu'il soit légitime ou pas aux yeux de X ou Y, qu'il soit représentatif ou non, c'est une autre chose. Mais il n'y a pas de communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, Ligue arabe, Union européenne, Nations unies, sans règles. Et ces règles, le Conseil de sécurité a pris une décision. Il a décidé, après 4 mois d'attente, d'agir. Alors, nous n'allons pas dire que ce n'est pas à faire et que nous allions le faire nous-mêmes. Entre la volonté de vouloir quelque chose, et en Afrique, nous avons une très forte volonté de vouloir faire quelque chose, d'agir, et la capacité de le faire, il y a une grande distance. La volonté de faire, la CEDEAO l'a exprimée. L'Union africaine l'a exprimée à travers plusieurs commissions, comités de sages et d'autres. Mais la capacité de le faire, nous n'avons pas pu la mobiliser ou la réaliser. Alors, fallait-il laisser les populations souffrir? L'économie, mettre en danger les clivages déjà très graves qui existent. Donc, mais ça ne résout pas les clivages, pour l'instant. Non, ça ne résout pas les clivages, mais au moins ça, on débouche vers un début de solution qui va permettre un peu de travailler. Et donc, on ne peut pas vivre dans un univers où les pays qui étaient comme nous, la Corée, la Malaisie, le Brésil, la Turquie, avancent et nous sommes en train de débattre s'il faut faire ceci ou cela. Au-delà de cette intervention, Véronique Tadjo parlait tout à l'heure du fait que ces forces des Nations Unies aujourd'hui soient en train d'aller chercher plutôt le président Laurent Gbagbo. Est-ce leur mission? Était-ce ce qu'elles étaient censées faire? Les décisions du Conseil de sécurité sont assez claires et elles sont formulées par des juristes et quand ils disent il faut utiliser tous les moyens qui permettent de stabiliser la situation, alors si les gens qui sont sur le terrain pensent qu'il fallait neutraliser toutes les pièces lourdes. C'est une question d'appréciation, là. C'est une question d'appréciation, mais basée sur un fond juridique. Ceci étant, je ne pense pas que le but des Nations Unies, de la mission ou de la décision du Conseil de sécurité soit de porter atteinte à l'intégrité de qui que ce soit, et en particulier de Laurent Gbagbo, du président de la Côte d'Ivoire, qu'il soit président sortant ou qu'il soit ancien président. Christophe Champin. Ahmed Ould Abdallah, vous Oui. qui connaissez bien les arcanes des Nations Unies et qui suivez cette situation depuis longtemps, alors est-ce que pour vous cette résolution ne comporte pas des ambiguïtés, puisqu'il était question de neutraliser des armes lourdes qui menaçaient des populations et au fond on va beaucoup plus loin. Est-ce que les Nations Unies, est-ce que la France ne sont pas allés au-delà du mandat qui leur a été conféré par les Nations Unies? Ma compréhension est la suivante. La décision du Conseil de sécurité demande à ce que les équipements lourds soient neutralisés. Si vous prenez ce qui s'est passé le mercredi soir, l'ambassadeur du Japon se sentait menacé et était menacé. Or, nous tous qui connaissons Abidjan, nous savons que sa résidence est toute proche du palais présidentiel. Est-ce qu'on pouvait l'exfiltrer sans tirer sur les équipements lourds?
ou est-ce qu'il fallait prendre le risque et pour lui et pour ceux qui viennent de le sauver? Mais moi, mon point de vue est que nous ne devons pas, nous, Africains, les leaders politiques africains, nous ne devons pas nous exposer à mettre nos pays, je ne parle même pas de nous-mêmes comme président, comme ministre, mais nos pays dans des situations où on se trouve dans des cas tragiques de ce cas. Et finalement, les gens vont se demander si finalement Ben Ali et Moubarak n'ont pas été sages. Malgré tout ce qu'on leur reproche, ils ont dû partir. Je ne le dis pas en parlant de la Côte d'Ivoire, mais ce que je veux dire, c'est la vocation d'un chef d'État est de montrer comment construire, bâtir un État, rapprocher les populations, mais pas de montrer qu'il est courageux ou un homme déterminé ou qu'il ne cède pas. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, le débat, qu'on le veuille ou non, est de savoir qui décide de la validité d'un scrutin. C'était ça le débat à Abidjan, c'est-à-dire est-ce le Conseil constitutionnel qui avait raison ou est-ce la Commission nationale électorale? La question était là, ça a divisé les Ivoiriens. Était-ce un motif suffisamment important pour que la communauté internationale prenne en main cette question et que la communauté internationale intervienne aujourd'hui? Est-ce que ça ne donne pas, ça n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux qui estiment que là, il y a une ingérence manifeste? Là, ma question s'adresse cette fois-ci à Véronique Tadjo. Écoutez, moi, je sais une chose, c'est que je pense que cette guerre aurait pu être évitée. Et on a parlé de cas par cas. C'est évident qu'il fallait se pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire, essayer de comprendre la dynamique de la Côte d'Ivoire et essayer à tout prix d'éviter cette guerre et cette souffrance dans laquelle se trouvent les populations. Lorsque l'Union africaine ne parvient pas à trouver une solution, lorsque la CEDEAO ne parvient pas à trouver une solution, lorsqu'on est dans l'impasse totale, doit-on continuer d'attendre? Que fallait-il faire pour sortir de là? Mais vous remarquerez que à aucun moment réellement on a donné une chance à une médiation ivoirienne, c'est-à-dire une médiation interne. Ça a été très vite pris par l'Union africaine, la CEDEAO qui s'est retirée assez rapidement, et donc on n'a jamais véritablement... Mais qui aurait pu mener une négociation ivoirienne? À quelle personne pensez-vous? Parce que là, on était dans un cas où les extrêmes étaient véritablement devant. Mais oui, mais justement, il fallait essayer d'entendre des voix qui ont été étouffées jusqu'à présent. Il y a toute une section de la population qui, en fait, est silencieuse et prise en otage dans ce conflit. Mais ceci dit, je voudrais dire qu'on aurait pu penser à, par exemple, un conseil fait de la société civile, de chefs traditionnels, de chefs religieux et d'hommes politiques n'ayant pas un passé trop lourd, qui auraient pu s'asseoir et proposer, par exemple... La société civile s'est beaucoup mobilisée, on ne l'a pas écouté. Les protagonistes n'ont pas tenu compte des réactions de la société civile. Je me souviens de quelques manifestes et de quelques réactions de la société civile qui sont passées de façon tout à fait transparente. Vous savez, j'ai l'impression qu'on sous-estime totalement le peuple ivoirien. On a l'impression que tout le monde doit parler à la place du peuple ivoirien parce que nous sommes des écervelés ou des têtes brûlées. Je m'insurge contre le fait qu'on a voulu prendre la Côte d'Ivoire comme un exemple de démocratie, c'est-à-dire, je veux dire, une formule à trouver pour la démocratie dans le reste de la J'entends quelqu'un qui fait oulala, je ne sais pas qui le dit en ligne. C'est moi qui le dis parce qu'il y a eu intervention en Yougoslavie quand les résultats n'ont pas marché. Il y a eu intervention partout. C'est Ould Abdallah. Oui, ce que je veux dire, c'est la vocation des Nations Unies et la vocation de tous les pays n'est pas d'intervenir. Et aucun Africain non plus, ni aucun Asiatique ou Arabe ne souhaite une ingérence extérieure. Véronique Tadjo. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut absolument que nous fassions notre mea culpa en tant qu'Ivoiriens. Nous avons ici un échec de l'élite ivoirienne, véritablement, qui n'a pas pu s'élever au-dessus de ses intérêts personnels. Pour moi, je me pose la question, quel est entre ces deux leaders, Gbagbo et Ouattara, celui qui aime véritablement la Côte d'Ivoire suffisamment pour éviter à ce peuple cette souffrance? Pour vous, s'ils aimaient la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû renoncer au pouvoir. Tous les deux. Je pense que le conflit entre Ouattara et Gbagbo, malheureusement, est le reflet d'une véritable division du pays. Aminata Traoré, on a écouté pas mal d'auditeurs, pas mal de journalistes même, et des Africains qui estiment que le cas ivoirien est la preuve même
que l'Afrique n'est pas encore véritablement mûre, puisqu'elle n'arrive pas à résoudre ses problèmes, elle n'arrive pas à organiser des élections qui tiennent la route, et elle est à chaque fois obligée de faire appel aux autres pour l'aider même à organiser des élections. On a vu des pays qui étaient tout à fait démocratiques avoir beaucoup de mal à organiser des élections il y a peu. Et on n'a pas beaucoup entendu l'Union africaine et d'autres réagir de façon positive, ou en tout cas apporter des solutions. Pour vous, c'est la preuve que l'Afrique a encore beaucoup de choses à faire 50 ans après pour être tout à fait mature? Non, pour moi, je pense que on a chanté, on a dansé tout le long de l'année 2010 une décolonisation qui n'a pas eu lieu. Parce que le comble de l'ironie veut aujourd'hui que ce soit l'ancienne puissance coloniale, dans une crise financière profonde comme les autres puissances occidentales, prétendent voler au secours des populations en danger. Mais pourquoi prétendre lorsqu'elle arrive à un moment où il y a une vraie impasse? Vous écoutez quand même pas mal de personnes, vous en rencontrez qui souhaitaient cette intervention et qui jusqu'à cette heure-ci souhaitent une vraie intervention. Moi, je pense que c'est-à-dire que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui s'enlise, c'est le débat sur l'Afrique qui s'enlise dans des considérations. Et vraiment pour moi, c'est totalement secondaire. La responsabilité à qui? Non, ce que je veux dire, en réalité, en intervenant ainsi, la France nous donne la chance de mieux comprendre dans quelle architecture mondiale nous sommes. La France, Nicolas Sarkozy s'est permis de donner un ultimatum à Laurent. Nous savons toute la pression, le poids de la France au sein du Conseil de sécurité. Mais il n'est pas le seul, on a entendu Obama aussi. Le débat porte sur l'intervention de la France et de l'ONUCI. Je veux juste dire que la France est incapable de répondre aux demandes du peuple français. C'est des démocraties. La France elle-même n'est pas une démocratie. La France et la politique africaine de la France est le prolongement de sa politique intérieure. Est-ce que vous ne tombez pas un peu dans la facilité qui veut qu'à chaque fois où il y a quelque chose qui va mal dans un pays africain, on pointe du doigt la France? C'est un peu facile, non? Non. Si vous permettez, je crois que quand vous m'avez dit qu'on va parler de ce que je pense de l'intervention. Bien sûr, naturellement. De l'intervention globale. Est-ce qu'on peut parler, on peut jouer au jeu des regards croisés, que nous aussi nous puissions voir ce qu'elle est, la France en France, et la France de Nicolas Sarkozy, et l'homme du discours de Dakar, de l'immigration choisie, de la chasse à l'homme, n'a pas à intervenir, n'a pas à voler au secours des populations africaines. Et je veux dire que nous sommes en danger depuis longtemps déjà. Et tout ce dont le peuple ivoirien est privé aujourd'hui, l'eau, l'électricité, les soins de santé, c'est une constante. Ces frappes militaires viennent tout simplement aggraver à l'extrême les situations que nous connaissons déjà. Aminata, lorsqu'on vous écoute, à aucun moment les Africains ne sont responsables de ce qui leur arrive. Écoutez, les Africains sont responsables, mais je suis bien placé pour savoir, je voudrais aussi qu'on me dise quelle est la légitimité, qui est Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, et toute cette classe politique française pour aller si loin dans l'ingérence en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on me dise si l'inverse est possible. Ou quel respect ils ont. Et Véronique parle de manque de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui est liée. Et quel respect ils ont pour les institutions africaines. Et moi, quand j'entends dire des cadres africains de haut niveau que cette intervention est justifiée, je dis vraiment bonjour les dégâts pour toutes les situations, tous les pays où les contentieux de ce genre sont là. Le Gabon et le Bénin, la Centrafrique, toute l'Afrique est déchirée aujourd'hui à cause d'élections truquées, ceci, cela, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire était une colonie exemplaire. Elle est devenue un pays exemplaire à partir de 1960. Et c'est pour cette raison justement qu'elle est convoitée et pillée. Mais ces enfants même se sont entre-déchirés, donc on ne peut pas ne voir que les autres dans ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Il faut à un moment peut-être, n'est-ce pas, Abdoulaye Coulibaly, faudrait peut-être qu'à un moment, les Africains eux-mêmes se posent la question de savoir pourquoi on en est arrivé là, et est-ce que cette intervention, on ne l'a pas réclamée? Il y a un point sur lequel je suis profondément d'accord avec Aminata, c'est même le concept de la démocratie par rapport au continent. Il n'y a pas longtemps, je faisais une conférence à l'ensemble des ambassadeurs du Danemark en Afrique, et dans une des conclusions, je posais la question suivante. Ne faut-il pas interroger l'anthropologie du pouvoir pour s'aviser si la démocratie telle que définie par l'Occident est coupée des réalités africaines?
Maintenant, on ne doit pas nous en prendre tout le temps aux Occidentaux. Avant d'arriver à ça, pour vous, la démocratie ne serait pas le meilleur modèle pour l'Afrique? Ce serait ça la cause de la plupart des conflits que l'on rencontre en Afrique? Non, j'avais commencé la conférence par leur expliquer que l'Afrique, avant les pénétrations, vivait en harmonie. Et tout le problème, la démocratie, je pense que l'objectif, ça doit être le bien-être du peuple. Alors donc, on est venu en Afrique pour nous faire comprendre que tout ce que nous faisons est dépassé, nous ne sommes pas civilisés. Et nous, au lieu de nous appuyer sur nos valeurs pour digérer ce qu'on nous amène de mieux, parce qu'une culture est évolutive, il n'y a pas de culture figée, on a laissé tout ce qu'on a comme valeur, on a laissé de côté tout ce qu'on a comme valeur essentielle. Et d'où tous ces problèmes. Là, Véronique, je crois, parlait tout à l'heure de pourquoi on n'aurait pas pu arranger ça entre Ivoiriens. Et si on a pu faire appel à des observateurs en Afrique, parce que les Africains ont montré que par rapport à ce système d'élection, on n'est pas malheureusement encore mieux. Si Gbagbo, parce que d'après ce qu'on nous a dit, avec les résultats de la commission électorale indépendante certifiée par l'ONUCI et tous les observateurs, si le président en place qui nommait tous les membres du Conseil constitutionnel, parce qu'on parle de l'égalité, mais la légitimité est du côté de celui qui a eu le suffrage. Et c'est Alassane qui a eu ça. Et on torpille tout ça. Et avec ce tel système, celui qui est en place va rester indéfiniment au pouvoir. Christophe Champin. Abdoulaye Coulibaly, là maintenant nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Un blocage qui a mené évidemment à cette intervention militaire. Il y a eu des violations des droits de l'homme. On se rend compte qu'il y en a eu des deux côtés, puisque des informations commencent à sortir un peu comme quoi les deux camps ont commis des exactions, se sont livrés à des exactions. Comment aujourd'hui, si Alassane Ouattara peut effectivement exercer son pouvoir en Côte d'Ivoire, comment va-t-il faire pour apaiser les esprits? Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui l'enjeu? Puisqu'on a parlé évidemment des questions d'intervention de l'ONU, mais aujourd'hui, quand on imagine qu'Alassane Ouattara puisse exercer son pouvoir, comment va-t-il faire pour recoller les morceaux? Il y a plus d'un mois, j'avais écrit que même si Alassane gagne, il y a plus d'un mois, il va gérer sur des frustrations et des rancœurs. Il va falloir du temps pour cicatriser. Et comment faire? C'est ce qu'il a dit et il faut espérer qu'il saura le faire. Un gouvernement d'union nationale avec des gens de Gbagbo, parce qu'il faut être honnête. Pourquoi arriver à cette solution seulement après la guerre? Parce qu'on a dit que la démocratie, il faut aller aux élections, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Parce que le danger aussi, on se rend compte que sur le continent, lorsque on commence à mettre tout le monde ensemble pour gérer nos pays, au lieu de servir le pays, les gens se servent. Ils s'en foutent, vous m'excusez du terme, je ne dois pas le dire sur l'antenne, mais ils s'en foutent de la souffrance du peuple, du plus grand nombre. Mais pour revenir à la question de Christophe, d'abord, il faut que l'intervention aille au bout et que celui qui a gagné devienne président et qu'après, maintenant, il y ait un gouvernement où il va régner avec toutes les parties du pays. Malheureusement, c'est la seule solution. Christophe Champin. Véronique Tadjo, est-ce que vous pensez qu'il est possible encore d'imaginer un gouvernement d'union nationale alors que le pays est aussi divisé? Est-ce que c'est une possibilité selon vous? Je voudrais revenir sur l'idée d'alternance. Je pense qu'il y a une fausse alternance qui peut exister. Nous avons ces trois principaux personnages politiques et qui sont Gbagbo, Ouattara et Bédié. Et au-delà de cela, on n'a pas eu la possibilité d'avoir une véritable alternance. Et donc, ils ont en quelque sorte, si vous voulez, kidnappé la scène politique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Christophe. Une question qu'on peut vous poser, Ahmedoul Dabdallah, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la région où il y a eu un certain nombre de scrutins, et il y a au Bénin, par exemple, une élection présidentielle très contestée, 1 million de personnes qui ont disparu des fichiers électoraux, et là, on n'a pas beaucoup entendu les institutions régionales, la France ou les Nations Unies. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Premièrement, il faut attendre quelle va être la réaction des Béninois eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? De ce côté, ça me paraît déjà plié. Oui, a déjà condamné. Mais moi, je vais revenir sur la Côte d'Ivoire. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Sur la Côte d'Ivoire, les trois leaders se connaissent. Il est certain qu'il faut une place et un rôle pour Laurent Gbagbo.
comme il faut une place et un rôle pour Bédié et Ouattara. Mais jusque quand partagera-t-on ainsi le gâteau, monsieur Non, Oudam c'est pas une Abdallah? question de gérer. Christophe vous dira, quand j'étais à Dakar, j'ai sorti une publication où je demandais comment aider les présidents à quitter le pouvoir. Comment, après leur mandat, leur trouver, ou leur défaite, leur trouver une place et un rôle. C'est curieux parce que là, à nouveau, on infantilise tous ces personnages. Ils sont incapables de quitter le pouvoir sans avoir besoin de compensation. Non. Mais Alain, tous les anciens présidents français sont membres d'office du Conseil constitutionnel. Mais il existe des statuts d'anciens présidents en Afrique. Oui, mais dans la plupart des pays, ça n'existe pas. Comment on peut leur trouver un statut? Il y en a dans plusieurs pays. Donc, leur donner une amnistie tant qu'ils sont à l'intérieur du pays et leur donner une pension honorable. Dans les pays occidentaux, ils sont automatiquement membres du conseil d'administration. Mais ils ne bénéficient pas de l'amnistie. Ils passent aussi devant la justice. Là, c'est tout un autre débat et je pense que c'est un autre débat et nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Nous parlerons la semaine prochaine de l'Union africaine. L'Union africaine qui a été particulièrement critiquée par les Africains tout au long de cette crise et de celle de la Libye. Merci monsieur, merci madame d'avoir accepté de participer à ce magazine ce dimanche.